Ce podcast a été réalisé avec le soutien du service du tourisme d'affaires de Visite Wallonia. Bienvenue dans Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le dimanche 23 janvier et nous avons un tout nouvel épisode avec l'invité du Trendstalk. Aujourd'hui, Camille Delannoy reçoit Mohamed Zarioui, directeur général de Bell Benelux. C'est une vraie difficulté de réussir à faire des produits 100% végétaux qui ont un goût aussi bon que les produits laitiers. Le végétal prend de plus en plus de place dans nos assiettes. C'est le pari de l'entreprise Bell, connue pour ses produits comme les Babybel ou la vache qui rit. L'objectif du groupe laitier est de réaliser 50% de son chiffre d'affaires grâce à des produits végétaux. Mohamed Zarioui commence en nous parlant de cet objectif. Z sur 7, l'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. C'est vrai qu'on est né dans le Jura, donc au milieu des vaches, j'ai envie de dire, et aujourd'hui on a une ambition de faire 50% de notre chiffre d'affaires avec des produits fruitiers ou végétaux, ou des fromages végétaux, et ça peut paraître surprenant, mais peut-être pour bien comprendre la stratégie du groupe, je pense que c'est intéressant de bien rappeler deux enjeux majeurs aujourd'hui de l'industrie agroalimentaire. Le premier, c'est qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre et du coup, il faut nourrir de plus en plus de bouches et donc ça, c'est un vrai enjeu de quantité, j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, vous n'êtes pas sans savoir l'urgence climatique actuellement et du coup, on doit nourrir de plus en plus de personnes, mais on doit le faire évidemment dans le respect de la planète et on a déjà des enjeux aujourd'hui et on sait que d'ici environ 25 ans, nous serons 10 milliards sur Terre alors que nous sommes 8 milliards aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on révolutionne, j'ai envie de dire, la manière de produire pour pouvoir nourrir de manière durable et en respectant l'environnement. Et alors 50% de ce chiffre d'affaires, comment vous comptez justement y arriver ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une utopie. Aujourd'hui, quand on regarde le chiffre d'affaires du groupe en 2023, on va bientôt annoncer les résultats 2024, mais si on regarde 2023 qui est déjà publié, tout ce qui est, on va dire, fruitier et fromage végétal, ça représentait déjà un quart du chiffre d'affaires du groupe. D'accord. Donc, on a vu qu'en une dizaine d'années à peu près, on a absolument accéléré cette transition-là. Et évidemment, ça va continuer dans les années qui viennent. Et alors le constat, alors vous le disiez, c'est le réchauffement climatique, c'est ça qui a été à l'origine de cette nouvelle stratégie ? Voilà, pour bien comprendre les choses, aujourd'hui, si vous prenez un kilo de viande rouge, par exemple, un kilo de viande rouge, ça représente environ 70 kilos de gaz à effet de serre. Si vous prenez un produit laitier, c'est moitié moins. Et si vous prenez on va dire un kilo de matière végétale, des fruits par exemple, c'est environ 1 kilo. Donc vous avez un impact, on va dire, sur le réchauffement climatique qui est absolument différent en fonction des différentes sources de protéines, par exemple. Alors, nous, on n'oppose absolument pas le produit laitier au produit végétal. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, dans le produit laitier, il y a des qualités de nutrition. Hein. Vous avez des protéines de très très bonne qualité qui sont aussi très importantes pour la nutrition. Mais de l'autre côté, c'est vrai que tout ce qui est végétal a un impact carbone, on va dire, beaucoup plus bas. Donc, tout est une question d'équilibre et donc on a défini que le 50-50, ça nous paraissait être le bon équilibre entre apporter on va dire les protéines et les matières, les oligoéléments et le calcium qui sont indispensables pour la santé des gens, tout en ayant un impact le plus maîtrisé sur le réchauffement climatique et donc sur le CO2 qu'on produit pour fabriquer tous ces produits qu'on vend. Et alors, c'est intéressant ce que vous dites, vous n'opposez pas produits laitiers et produits végétaux. Ça veut dire que dans votre portefeuille, on retrouve aussi bien les Babybel classiques que des Babybel sans lactose. Donc, c'est exactement. Donc, on retrouve à la fois du mini Babybel laitier, on va dire, et du mini Babybel sans aucun produit laitier, donc sans protéines et sans matière grasse laitière. Mais on peut retrouver aussi des portions de fruits. Alors, on n'en a pas encore en Belgique aujourd'hui, mais par exemple, on a la marque Go-Go Squeeze dans beaucoup de pays au monde, qui sont des portions de compote de fruits, on va dire, par exemple. D'accord. Et alors, ça veut dire que comment vous allez mettre en place cette stratégie ici en Belgique ? Vous parlez de portions de fruits, mais qui ne sont pas disponibles du coup chez nous. Le fruit n'est pas encore disponible. Par contre, les produits, le fromage végétal est déjà disponible sur le marché belge. Aujourd'hui, on a déjà, vous parliez du mini Babybel végétal, il est présent aujourd'hui sur le marché belge, mais on a aussi des marques comme Boursin qui ont, on va dire, un boursin végétal qui est déjà présent sur le marché belge. Et on a également une marque qui s'appelle Nourish qui fait
du 100% végétal, c'est-à-dire qu'il ne fait que des produits 100% végétaux. Ça veut dire que vous avez donc vous déclinez en fait en version végétale vos produits qui sont connus et reconnus, et vous avez une marque exclusivement dédiée au végétal. C'est exactement ça. Et alors pourquoi exactement vous avez créé cette marque à part entière ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on a lancé les produits, on va dire fromages végétaux, on avait racheté une entreprise qui avait ce savoir-faire-là et on a lancé cette marque 100% végétale. Et en fait, on a appris en lançant cette marque-là, à faire du fromage végétal. Et ensuite, ce savoir-faire-là, on en a fait bénéficier, on va dire, nos marques historiques, Mini Babybel, Vache qui rit ou Boursin, qui ont pu décliner une partie de leur gamme en fromage végétal également. Et est-ce que c'est lisible pour le consommateur d'avoir 2 marques comme ça à part entière ? Alors, aujourd'hui, la catégorie du fromage végétal, c'est encore une toute petite partie des fromages qu'on vend en Belgique. Aujourd'hui, le marché, la catégorie est autour de entre 1 et 2%. Vous voyez, c'est une toute petite catégorie. Okay. Par contre, elle est en forte croissance, année après année, et il y a de plus en plus de demandes, en fait, des consommateurs, puisqu'il y a à la fois des gens qui ne mangent que des produits végétaux, mais on a de plus en plus de gens qui se disent flexitariens, c'est-à-dire qui continuent à manger de la viande et des produits laitiers, mais qui petit à petit réduisent, en fait, leur consommation de produits, on va dire, d'origine animale, et qui veulent avoir accès à une offre plus importante sur des produits d'origine végétale. La barrière à laquelle souvent on fait face, c'est l'organo, c'est-à-dire le goût, puisque aujourd'hui les produits laitiers sont quand même très très bons et du coup c'est une vraie difficulté de réussir à faire des produits 100% végétaux qui ont un goût aussi bon que les produits laitiers. C'est souvent la première barrière. Et la deuxième barrière, c'est la barrière de la nutrition, puisque les produits laitiers, un Mini Babybel, vous mentionnez par exemple, que ce soit les protéines, que ce soit le calcium, les oligo-éléments et même la matière grasse, c'est beaucoup moins gras qu'on pense, souvent en fromage aujourd'hui, et ben c'est quand même c'est un très bon équilibre d'un point de vue nutrition, et donc il faut réussir à produire des produits végétaux qui apportent ces qualités nutritives aux consommateurs. Et alors, comment vous communiquez exactement sur ces valeurs nutritives, ce goût voilà, les Babybel, ce sont des produits bien connus. La Vache qui rit, c'est un produit bien connu. Le Boursin aussi. Nurish l'est beaucoup moins. Comment vous attirez le consommateur et comment vous l'invitez à se tourner vers ce genre de produit ? Alors, c'est vrai que c'est un vrai enjeu aujourd'hui. On communique... alors, le groupe communique déjà au niveau du groupe. On a pas mal de communication, que ce soit dans notre rapport annuel, mais que ce soit dans la presse, que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc, on fait pas mal de communication par rapport à ça. Mais on fait aussi de la communication plus classique, j'ai envie de dire, en magasin ou via des promotions pour promouvoir ces produits-là. Ils ne sont pas encore suffisamment connus des consommateurs et donc on a encore un travail à faire pour rendre plus populaires, plus connus ces nouvelles catégories de produits. C'est encore très récent finalement dans l'histoire de la consommation en Belgique. Oui, parce que finalement, donc, dans les rayons, on connaît très bien les laits végétaux. Ça, c'est une catégorie qui a grandi assez rapidement. Les fromages, beaucoup moins. Alors tout à fait, on va dire les laits végétaux sont partis avant nous, donc ils ont un train d'avance, j'ai envie de dire, et quand je regarde le travail qui a été fait sur cette catégorie-là, c'est impressionnant, et en 10 ans, j'ai envie de dire, c'est une catégorie qui a complètement explosé. Moi, je prédis le même avenir aux fromages végétaux, et d'ailleurs, les laits végétaux ont eu le même challenge, j'ai envie de dire, au début, qui était de faire des laits végétaux aussi bons que les produits d'origine laitière. On est, nous, encore dans cette aventure-là, et je vous en dirai peut-être un peu plus sur les chantiers sur lesquels on travaille aujourd'hui, mais je suis convaincu que de plus en plus de gens qui se disent flexitariens vont consommer des produits d'origine végétale. Et alors cet objectif donc, de 50% de produits végétaux dans votre portefeuille, est-ce que ça veut dire que ça va bousculer certains produits qui sont actuellement dans vos portefeuilles, peut-être en abandonner certains, en miser sur d'autres ? Alors, nous, on est toujours là pour répondre aux besoins des consommateurs. Donc, effectivement, j'ai envie de dire, notre portefeuille de produits, il est vivant. Donc, il évolue au cours des années et on va accompagner le mouvement, en fait, des consommateurs. Mais aujourd'hui, on pense qu'il y a vraiment de la place pour les deux. On pense qu'il y a vraiment de la place pour les deux, puisque les produits laitiers, parfois, viennent aussi se substituer à la viande. Par exemple, lors d'un repas des enfants, vous pouvez remplacer parfois un steak par du fromage, en fait, ou des produits laitiers. Donc, nous, on est convaincus qu'il y a de la place pour plus de produits laitiers, fromagers et plus de produits végétaux dans l'avenir.
Et alors, vous disiez justement, vous misez sur ces consommateurs qui sont flexitariens. Oui. Vous parliez aussi de la principale barrière qui est le goût. Oui. Où est-ce que vous en êtes exactement aujourd'hui au niveau du goût ? Oui, est-ce que ces mini Babybel sans lactose valent à l'aveugle, par exemple ? Est-ce que le mini Babybel sans lactose, il vaut le mini Babybel classique ? C'est une excellente question. Alors, en toute transparence, j'ai envie de dire, les premières générations de fromages végétaux étaient moins bons que les produits d'origine laitière. Or, le consommateur est exigeant. Il a l'habitude de manger son mini Babybel ou sa vache qui rit et il attend un produit au moins aussi bon que le produit laitier. Et donc, c'est un vrai challenge technologique, en fait. Et aujourd'hui, depuis qu'on a, on va dire, acquis ce savoir-faire sur ces premières générations, nos équipes R&D n'arrêtent pas de travailler, année après année, pour améliorer encore le goût, on va dire, de ces produits, enfin, ces fromages végétaux. Et c'est quelque chose... Enfin, en tout cas, nous, notre conviction, c'est qu'on ne va pas y arriver tout seul. Il y a une vraie barrière technologique parfois à franchir, et on est convaincu que pour bien réussir à relever ce challenge, il faut des partenariats. Il faut travailler plusieurs pistes. Et aujourd'hui, le choix qu'a fait le groupe, en fait, c'est de signer des partenariats avec des startups qui, chacune dans son domaine, est en train d'explorer une piste. Voilà. Pour vous donner quelques exemples concrets, on travaille avec une start-up aux États-Unis qui, elle, travaille sur la fermentation de précision et qui va, via un processus de fermentation, générer des protéines qui sont exactement les mêmes que les protéines laitières, mais il n'y a plus la vache, entre guillemets, donc il n'y a pas le CO2 qui est associé à la vache. Et de l'autre côté, on travaille par exemple avec une autre start-up américaine en Californie qui s'appelle Climax et qui, elle, travaille plutôt sur l'intelligence artificielle, qui a par exemple répertorié tous les types de protéines végétales dans le monde et qui, à partir de l'intelligence artificielle, est capable de faire des combinaisons qu'on n'arriverait pas, nous, à faire en laboratoire parce qu'il y en a trop, en fait, tout simplement. Et grâce à ce travail d'intelligence artificielle, nous proposer des combinaisons pour fabriquer un fromage. Et je vous donne un exemple, ils ont réussi à fabriquer un fromage bleu, qui est quand même un des fromages les plus difficiles à faire parce qu'il y a aussi l'aspect visuel, il y a l'aspect olfactif, le goût. Et ils ont réussi à faire un fromage basé sur cette technologie-là, que même des grands chefs, quand ils ont goûté les deux types de fromage d'origine laitière végétale, n'ont pas su reconnaître lequel était d'origine végétale. Et il y a même un grand restaurant en Californie qui propose maintenant ce fromage-là sur sa carte, on va dire. Voilà, donc on est encore au tout début. On est sincèrement encore au tout début, mais c'est très prometteur et on est convaincu qu'année après année, le goût de ces fromages végétaux s'améliore. Il s'améliore déjà et on va y arriver. Et donc, ça veut dire que c'est l'intelligence artificielle qui crée quelque part les recettes de vos fromages végétaux, c'est bien ça ? Dans ce cas-là, dans ce cas précis sur le bleu, oui, mais on pense que les autres pistes qui sont travaillées en ce moment vont aussi donner de très bons résultats. Et voilà, on explore plusieurs pistes, mais on est convaincu d'une chose, on va y arriver. Et alors, en termes d'investissement, qu'est-ce que ça représente exactement pour le groupe, ces investissements technologiques ? Miser sur des startups, j'imagine que c'est aussi stratégique. Alors c'est des partenariats, donc en fait c'est pas un investissement direct, c'est-à-dire que c'est pas voilà, mais on signe des partenariats avec ces entreprises-là, des partenariats gagnant-gagnant, dans lesquels les deux entreprises en fait mettent des moyens pour accélérer en fait finalement la mise sur le marché de ces nouvelles technologies le jour où elles arrivent, où elles aboutissent en fait. Et alors, donc, vous parliez justement de ces protéines qui sont réalisées, les protéines laitières qui sont réalisées sans les vaches. La caséine, c'est bien ça ? Tout à fait. Comment est-ce que vous communiquez ? Est-ce que le mot caséine se retrouve sur vos produits ? Est-ce que vous parlez de produits véganes ou est-ce que justement vous évitez de connoter vos produits Alors cette technologie-là que vous mentionnez, elle est présente aux États-Unis par exemple. Elle n'est pas encore autorisée en Europe, donc on a aussi des réglementations européennes qui prennent un peu de temps et donc peut-être que ça arrivera sur le marché dans quelques années. Mais ce que vous dites est très juste. C'est pas si simple de communiquer sur nos produits, et on a des produits par exemple qu'on a déjà lancés aux États-Unis avec ces nouvelles technologies, et d'être clair avec le consommateur, parce que c'est vrai que si vous écrivez végétal ou si vous écrivez sans dairy free, c'est-à-dire où il n'y a pas d'origine animale, sans origine animale, les consommateurs ne sont pas encore très habitués à ces mentions-là. Donc je pense qu'il y a encore un travail à mener en Europe lorsque ces nouvelles générations de produits vont arriver pour pouvoir faire de la pédagogie et expliquer de manière très claire aux consommateurs ce que sont ces produits-là. Et donc c'est encore un travail pour moi qui est à faire.
Le marché anglo-saxon est beaucoup plus avancé à ce niveau-là que l'Europe ? Tout à fait. Les États-Unis en particulier, il y a une offre qui est plus large aujourd'hui aux États-Unis. Et alors parfois, les gens écrivent plant-based, ça veut dire que c'est vraiment à base de produits végétaux. Des fois, vous voyez animal-free, donc pas d'origine animale. Donc il y a plusieurs notions qui existent déjà, qui sont sur le marché. Mais je pense qu'on a encore un travail pour faire de la pédagogie auprès des consommateurs pour que les gens comprennent mieux ce que sont ces produits en fait. Est-ce que vous allez communiquer différemment ici en Europe qu'aux États-Unis ? Est-ce que c'est un travail qui est en cours de réflexion, j'imagine ? Oui, c'est un travail qui est en cours de réflexion. Alors, on n'a pas encore ces nouvelles générations ici en Europe, mais oui, c'est un travail qui est en cours. Et encore une fois, il faut que la communication soit simple, transparente, claire, et que les consommateurs s'y retrouvent facilement. Et donc, c'est un travail qui est encore en cours aujourd'hui. Et qu'est-ce qui bloque exactement ? C'est une législation européenne qui, aujourd'hui, ne permet pas de mettre en vente ces produits sur le marché ? Alors, oui, quand il y a des nouvelles technologies qui permettent de produire, on va dire, de l'alimentation. D'une manière générale, au niveau européen, on a des barrières, on va dire, de tests et de preuves à apporter aussi. On veut tous avoir des produits qui soient sûrs dans nos assiettes, etc. Et donc, c'est un travail qui prend un peu de temps, mais qui va arriver dans les années qui viennent. Mais c'est un marché donc, qui vous donne de l'espoir pour ici en Europe. Tout à fait. Alors. Le marché américain, est un peu plus en avance sur ces technologies-là. Et donc, mais comme nous, on est très présents aux États-Unis, on a notre premier pays, c'est les États-Unis pour le groupe Bell. Du coup, ça nous permet aussi d'avoir ce temps d'avance et de pouvoir commercialiser des produits, voir les réactions des consommateurs, ajuster le tir, etc., avant même que ces technologies arrivent en Europe. Et est-ce que vous envisagez également des partenariats avec des startups françaises ou belges ? Alors, nous, on est ouverts on ne choisit pas la nationalité, on va dire, de nos partenaires, on regarde les technologies. Voilà. Et il se trouve que c'est vrai qu'aujourd'hui, les startups américaines sont un peu plus en avance que les startups européennes sur ces technologies-là. Mais si demain, il y a une startup française ou belge qui est en train de travailler sur une piste qui nous semble intéressante, on n'est absolument pas fermé à un partenariat avec une startup française ou européenne, en tout cas. Donc l'appel est lancé. Exactement. Vous avez mentionné dès le départ que vous n'opposiez pas les produits laitiers aux produits végétaux. On peut quand même se poser la question, est-ce que le lait et le végétal, pour une entreprise laitière, est-ce que c'est pas un peu antinomique quand même ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet très important. Aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les protéines, les protéines en particulier, mais j'ai envie de dire la qualité nutritive d'un produit laitier, c'est quelque chose qui est excellent pour les consommateurs et de manière extrêmement nutritive. Aujourd'hui, en Europe, mais j'ai envie de dire en Amérique du Nord aussi, en fait, on a largement accès à ces produits-là et on en consomme en très grande quantité. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres parties du monde, je pense en particulier en Afrique ou en Asie, où les gens, malheureusement, n'ont pas suffisamment accès à ces protéines laitières de très grande qualité. Et je crois que demain, il faut qu'on puisse donner accès aussi dans d'autres régions du monde à ces qualités-là, de nutriments, on va dire. Et de l'autre côté, donc globalement, la manière dont je le vois, c'est que je pense que en Europe et aux États-Unis, je pense que les gens, dans les années qui viennent, vont manger un peu moins de viande, un peu moins de produits d'origine animale, et ils vont augmenter la partie végétale dans leur mix, dans ce qu'ils consomment. Et je pense que dans d'autres régions du monde, ils vont avoir accès à un peu plus accès à ces protéines laitières de manière un peu plus facile à l'avenir. Et en tout cas, nous qui sommes présents j'ai envie de dire, sur tous les continents, notre responsabilité, c'est à la fois d'offrir à des solutions abordables sur les protéines laitières, j'ai envie de dire, dans tous les pays du monde, si possible, et en même temps de pousser les pays où il y a besoin de faire ce rééquilibrage à avoir accès à une offre végétale plus abondante et avec plus de goût. Et vous pensez justement à quelle région du pays pour pousser vos produits laitiers, par exemple ? L'Asie, par exemple. On est présent en Asie, mais on est encore petit en Asie et on est convaincu que l'Asie est un continent sur lequel le groupe Bell peut offrir davantage de produits laitiers, on va dire, aux consommateurs asiatiques. Et alors, donc en Chine en particulier. Ouais. D'accord. Vous parlez de transition végétale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'opérez pas en fait une transition complète vers le végétal ? Alors, on ne le fait pas essentiellement pour ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on est convaincu de la qualité nutritive des produits laitiers. Et donc, il serait dommage, en fait, de ne plus offrir ces produits d'excellente qualité nutritive aux consommateurs. C'est riche en protéines, c'est riche en oligo-éléments. Il y a finalement des matières grasses de qualité et qui sont
j'insiste, plus faible que ce qu'on imagine parfois. L'image qu'on a du fromage est plus grasse que la réalité de ce qu'on retrouve dans les produits. Et donc, on veut continuer à offrir ces produits d'excellente qualité nutritive au plus grand nombre. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on n'oppose pas ces produits-là. On pense qu'ils sont très complémentaires, en fait, dans l'alimentation. Et quelle est la valeur ajoutée, justement? Est-ce qu'on peut aller un peu plus en détail sur la valeur ajoutée du lait pour la santé, l'environnement notamment? Alors, le premier élément, c'est la protéine. Et la protéine, c'est quand même, j'ai envie de dire, un élément absolument indispensable à une alimentation équilibrée. J'ai envie de dire, pour les muscles, ça construit le corps, en fait, finalement. Donc, les protéines, c'est absolument indispensable. Et c'est vrai que dans les produits laitiers, vous trouvez des protéines qui sont d'excellente qualité, qui en même temps produisent moins de CO2 que la viande, qui est évidemment très riche aussi en protéines. Donc du coup, on a besoin de ces protéines-là, et donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, ce sont des produits évidemment très riches en calcium, donc ça, c'est très important aussi pour la croissance, par exemple. Donc tous ces éléments-là sont indispensables. Donc on peut aller les chercher dans on va dire le règne végétal, mais c'est aussi plus difficile de trouver cette même concentration dans le règne végétal. C'est pour ça qu'on pense que c'est une notion d'équilibre, en fait, entre ces deux catégories de produits. Et alors, début d'année, on a aussi fait face ici en Europe à la colère des agriculteurs. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur de raviver cette colère en misant justement sur ce végétal? Comment vous garantissez justement, j'imagine que vous travaillez avec des agriculteurs bien particuliers. Bien sûr. Comment est-ce que vous leur garantissez un certain montant de production, en fait, finalement? Bien sûr. Alors, le sujet de la production du lait en Europe est un sujet absolument crucial pour le groupe. Aujourd'hui, on produit dans différents pays européens. J'ai envie de dire la France, qui est notre bastion historique, est évidemment une zone dans laquelle on a de très grandes collectes. Et donc là-dessus, il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est de continuer. Moi, ma plus grande inquiétude, c'est la pénurie de lait, en fait. C'est pas entre guillemets, qu'on ait du lait et qu'on ne l'achète plus, c'est plutôt la pénurie de lait. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la moyenne d'âge des producteurs de lait, c'est le cas en France, c'est également le cas en Belgique, est très âgée. Oui. Et aujourd'hui, il y a un enjeu de relève, c'est-à-dire qui va prendre la relève pour la production du lait. Et donc, il y a plusieurs enjeux. Un producteur de lait doit pouvoir vivre de son travail et de sa production, ce qui est très difficile sur le marché actuellement. Et là-dessus, le groupe a pris depuis 2017 des engagements très forts, par exemple via un partenariat qu'on a avec l'APBO, c'est l'association des producteurs de l'Ouest de la France, où nous avons nos usines, typiquement Mini Babybel ou Kiri ou Boursin. Et l'idée, c'était qu'on doit garantir dans le prix du lait qu'on achète aux producteurs, les gens doivent pouvoir vivre décemment de leur travail. Donc ça, c'est le premier enjeu. Parce que si on ne garantit pas ça, demain, vous n'avez pas de relève, et du coup, vous avez de moins en moins de lait. C'est déjà le cas actuellement. Il y a de moins en moins de lait qui est produit chaque année. Et ça, c'est un drame si on veut pouvoir continuer à offrir aux consommateurs des produits laitiers de qualité. Voilà. Le deuxième enjeu, c'est la transition environnementale. Puisqu'en fait, il faut continuer à produire du lait, mais il faut le produire en produisant de moins en moins de CO2. Et donc ça veut dire changer la façon de produire du lait. Je vous donne un exemple. Pour nourrir les vaches, vous pouvez très bien les nourrir en important des tourteaux de soja qui viennent du Brésil, mais avec un impact carbone qui est pas bon, on va dire, globalement, ou vous pouvez les produire avec des produits, du fourrage ou d'autres produits, d'autres matières qui ont été produites proches des exploitations agricoles dans l'écosystème européen local, j'ai envie de dire en Belgique, en France par exemple. Et donc ça, c'est l'enjeu. Et donc on a un enjeu d'encourager, de donner des incentives à nos producteurs de lait pour qu'ils embrassent ce changement-là, en fait, finalement, et qui petit à petit aient des façons de produire le lait qui soient de moins en moins consommatrices de CO2. Mais pour que les producteurs de lait puissent engager ce changement-là, il faut que économiquement, dans la manière dont on achète notre lait, on donne des incentives pour ça. Et donc, c'est ça qu'on inclut également dans les contrats pour les aider à gérer cette transition, à les accompagner à gérer cette transition qui est indispensable. Si demain, on veut continuer à vendre des produits alimentaires, ces produits-là doivent respecter de plus en plus, j'ai envie de dire, les normes environnementales, bien sûr, mais au-delà des normes, nous, on est en avance, en fait, par rapport à ces normes-là. On doit faire des produits qui soient durables. Et je pense que le consommateur est de plus en plus conscient aujourd'hui que la seule façon de se nourrir demain, elle doit être économiquement accessible, mais aussi respecter l'environnement. On n'a pas le choix, on doit faire les deux.
Vous parlez de garantie du revenu pour ces agriculteurs. Qu'en est-il de l'accessibilité pour les consommateurs, justement? Là, on a connu une inflation qui est assez forte ici en Belgique. Voilà, qu'en est-il? Alors c'est vrai, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, puisque produire des produits qui vont respecter de plus en plus, on va dire, enfin qui vont réduire l'émission de CO2 par exemple, en alimentant par exemple les vaches avec des produits fabriqués localement, c'est vrai que ça coûte plus cher. C'est vrai que ça coûte plus cher. Et aujourd'hui, il y a une inflation réelle sur le prix du lait. Nous, on achète un lait qui chaque année coûte un peu plus cher. Je crois que tous ensemble, c'est-à-dire nous, avec nos partenaires distributeurs et avec les consommateurs, dans les années qui viennent, on doit ensemble accepter le juste prix du lait. Voilà, si on veut pouvoir gérer cette transition-là. Et par contre, ça me fait passer un message important, c'est que ce sont des matières qui sont précieuses en fait, et donc il ne faut pas les gaspiller. Ce qui est très important, il y a encore un vrai problème de gaspillage aujourd'hui en Belgique, mais en Europe en général. On produit beaucoup, mais on jette beaucoup, en fait. Voilà. Et du coup, moi, ma conviction, c'est que la portion, par exemple, individuelle, qui est quand même l'ADN du groupe. On est né, j'ai envie de dire, dans le Jura, et il y a plus de 100 ans, le groupe a inventé la vache qui rit, donc une petite portion en papier d'aluminium d'environ 15 grammes, vous voyez, de fromage. Et du coup, il faut absolument se dire que demain, et aujourd'hui déjà, j'ai envie de dire, il ne faut absolument pas jeter ce qu'on a produit. Et je crois que la portion est une réponse, en tout cas, puisque finalement, vous consommez la totalité de la portion, vous ne jetez pas, et le reste des produits qui sont encore dans votre réfrigérateur, et ben en fait, ils sont conservés relativement longtemps, et donc ça vous permet d'attendre la prochaine fois que vous allez les consommer. Et je crois que là-dessus, le groupe, avec cet ADN de la portion, apporte une solution à ce problème de pouvoir d'achat, j'ai envie de dire, sur les produits laitiers. Et alors j'entends justement cette portion qui évite le gaspillage, mais est-ce que c'est pas un peu contradictoire justement avec des objectifs de durabilité, puisque elles sont emballées finalement dans un peu plus d'emballage, un petit peu plus tout le temps, voilà. Non, c'est une vraie préoccupation, vous avez raison, et les consommateurs peuvent nous le dire d'ailleurs parfois, parce qu'il peut y avoir cette perception-là. Alors nous, ce qu'on dit simplement, c'est que d'abord, en fait, je prends l'exemple de l'aluminium, parce qu'on parlait de la vache qui rit, il faut savoir que c'est recyclable. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, en Belgique, votre feuille d'aluminium qui entourait votre vache qui rit, il faut la mettre dans le sac bleu et c'est recyclé. D'accord ? Et en plus, c'est recyclable à l'infini, l'aluminium. Donc, la première réponse, c'est le recyclage dans les emballages. Mais ça ne nous suffit pas parce que malheureusement, tous les pays ne sont pas aussi avancés que la Belgique dans la filière de recyclage. Hein. La Belgique, on est champion du monde ici du recyclage, et tant mieux, j'ai envie de dire. Malheureusement, on opère quand même dans beaucoup de pays où ce n'est pas le cas. Et donc, le groupe travaille sur des nouvelles technologies, par exemple, pour pouvoir proposer un emballage en papier à la place de l'aluminium, qui va permettre de recycler, j'ai envie de dire, ce petit emballage-là, même si c'est très léger, hein, c'est le poids d'un cheveu quasiment, hein, cet emballage-là. Et du coup, dans tous les autres pays où malheureusement il n'y a pas encore les filières de recyclage aussi avancées qu'en Belgique. Donc oui, vous avez raison, on a une responsabilité de continuer à travailler via l'innovation, via la R&D, à l'impact carbone des emballages. Aujourd'hui, c'est moins de 5% de l'empreinte CO2 du groupe, les emballages, mais néanmoins, on a pris le challenge et on continue à travailler là-dessus pour offrir les solutions recyclables et avec le moins d'impact CO2 pour nos produits. Ça veut dire que donc, si j'achète une vache qui rit en Belgique, elle est emballée dans de l'aluminium. Si je l'achète dans un autre pays, elle sera emballée dans du papier, c'est bien ça ? Alors aujourd'hui, elles sont emballées dans l'aluminium partout dans le monde, j'ai envie de dire, mais on travaille à remplacer l'aluminium par du papier. On est déjà en train de faire des essais sur une autre marque qui s'appelle Kiri, qu'on a dans notre portefeuille. On est déjà en train de faire des essais en 2025, donc on est en train d'apprendre aussi en marchant, hein, mais ces portions papier sur Kiri, par exemple, je suis sûr, arriveront en Belgique également. Et comment vous gérez justement ce surplus d'emballage uniquement en remplaçant donc l'emballage, donc l'aluminium par du papier par exemple, ou est-ce que voilà il y a d'autres stratégies qui sont mises en place, peut-être éventuellement revoir cette stratégie de portion, ou est-ce que ça on n'y touche pas chez Bell ? Non, enfin je pense que c'est pas antinomique en fait, et je crois qu'aujourd'hui la perception qu'il y a trop d'emballage est aussi une perception, d'accord, même si évidemment dans certains cas c'est réel. Donc on travaille à la réduction aussi des emballages. Il y a d'autres formats, parce que là
là, vous parlez uniquement de l'emballage qui entoure le produit, mais il y a aussi la boîte dans laquelle on trouve le produit, la caisse dans laquelle on transporte, etc. Donc on regarde la chaîne sur toute sa valeur, donc on travaille évidemment à la réduction du poids des emballages, de manière générale, mais on est convaincu que la portion est une réponse. On parlait tout à l'heure du gaspillage et on est convaincu de ça. Donc on va trouver des solutions, y compris avec de l'innovation technologique pour préserver la portion et l'utilité de la portion, mais tout en continuant à réduire massivement l'empreinte CO2 de nos emballages. Pour rappel, il s'agissait de Mohamed Zarioui, directeur général de Bell Benelux. L'environnement et l'empreinte CO2 sont des thèmes majeurs pour l'entreprise. Le groupe Bell se rend compte de cette responsabilité écologique et continue à travailler dans ce sens. Demain, vous pourrez retrouver un nouvel épisode de votre Z-Podcast avec l'info à ne pas manquer. Olivier Mouton recevra Étienne de Calatae, fondateur d'Orcadia Asset Management, pour parler des défis de cette période économiquement et politiquement chahutée. La Wallonie est la destination idéale pour vos événements professionnels. Infrastructures de qualité, cadres inspirants et services personnalisés, séminaires, conférences ou congrès, mais également des idées pour vos team building. Profitez d'un environnement accessible, moderne et naturel. Rendez-vous sur visitewallonia.be.